Jean Jallier, donc vous faites partie de ce collectif Bassines Non Merci qui lutte contre l'implantation de ces réserves. Il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, on va essayer de revenir sur quelques points importants. Ces cratères là, gigantesques, est-ce qu'ils sont généralisés à l'échelle du territoire ou est-ce qu'on les trouve là aujourd'hui? Oui, bonjour à toutes et tous, merci d'être aussi nombreux. Là, on est dans le top du top de l'absurde. C'est-à-dire qu'on arrive au bout du bout, on arrive au bout d'une fuite en avant de l'agriculture, des grandes cultures, comme ils disent, de la monoculture. On arrive au bout du bout. C'est vraiment, éventuellement, la dernière solution possible qu'ils ont trouvée pour repousser la faim. Tout à l'heure, on parlait de l'Espagne. J'étais il y a 2 mois en Andalousie, et ils ont effectivement fait des bassines bien avant nous. Et aujourd'hui, c'est embêtant. Il y a eu beaucoup d'argent public de dépenser aussi, mais ils n'ont plus l'eau pour les remplir. Ils les remplissent à peine au tiers. Mais nous, non. Nous, dans notre secteur, après avoir, je crois que je vais faire un petit retour en arrière quand même, et puis ça fera la liaison avec ce qui a été dit précédemment par rapport à la santé de nos rivières. On est effectivement sur le Marais Poitevin, 2e zone humide de France. On est à 40-50 km de la mer, le golfe des Pictons, qui allait autrefois jusqu'à Niort. Et en amont, bon, évidemment, ce golfe est alimenté par la Sève, par des rivières, de nombreuses rivières, là aussi, des rivières bien plus abîmées que dans les Balkans. Si on arrive aujourd'hui à la situation des bassines, c'est parce que depuis un demi-siècle, plutôt que de laisser l'eau dans la terre, là où elle est mieux et où on devrait essayer de la remettre, plutôt que de préserver les zones humides, on s'est acharné, et quand je dis acharné, il faudrait trouver plus méchant que ça encore, mais avec beaucoup d'argent public, on a drainé, on a asséché, on a arraché les remembrements, on a calibré les rivières, puisque c'était dit là, mais chez nous, les rivières qui gentiment avaient creusé leur lit en s'arrêtant à la couche d'argile, eh bien on a défoncé le lit de la rivière, on a enlevé jusqu'à 70-80 cm de ce lit. On a évidemment essayé d'accélérer le cours et l'évacuation de l'eau par tous les moyens. Je ne vais pas parler des drainages peut-être, mais les remembrements, les talus, enfin la totale. Et ça a commencé véritablement dans les années 80, puisque, enfin, il y avait eu les remembrements avant, et dans les années 80, on a entamé, on terminait une politique de curage et de calibrage de rivières, et on a, à partir des années 80, après la véritable année de sécheresse, qui était due cette fois vraiment au soleil, mais pas aux assèchements artificiels, l'État a attribué au monde agricole des volumes d'eau bien supérieur à ce que peut fournir le milieu. Donc on a vu à partir des années 80, et en prenant éventuellement, évidemment chez nous, essentiellement dans la nappe phréatique. C'est un détail aussi, mais on a une nappe phréatique, sans vouloir rentrer dans les détails, mais qui est une nappe alluviale. C'est-à-dire c'est une nappe de surface. On parle parfois des nappes profondes. On a aussi des nappes profondes. Mais là on est sur des nappes de surface qui sont directement en liaison avec la rivière. Si bien que toute la vie, les sources, les puits, tout s'arrête, on creuse un puits, depuis des générations, on creuse un puits, on s'arrête à la couche d'argile, et si on veut avoir un volume d'eau un peu plus important, on descend en dessous, la couche d'argile c'est le toit de la nappe. Du jour où vous défoncez le toit de la nappe, bon, vous êtes directement en liaison avec la nappe phréatique. Et les pollutions agricoles, et pas seulement, mais l'agriculture a largement sa part dans ce monde-là, puisque c'est beaucoup de culture. Donc la pollution agricole et tout de suite, et les nitrates, le glyphosate et tout ce qu'on peut imaginer d'herbicides, de pesticides, sont directement en liaison avec la nappe. Il y a des rivières chez nous où on voit la nappe quand elle déborde ou quand elle est pleine, on la voit sortir sur le bord de la rivière, sur les rives. On est vraiment totalement en liaison. Tous les captages d'eau potable, évidemment, sont dans les fonds de vallée, en bordure de rivière,
puisque c'est là qu'il y avait à la fois la qualité et la quantité, puisque l'ensemble de ces rivières, là je parle Charente-Maritime, en fait, de Sèvres, tous les bassins versants de la Gâtine, jusqu'à La Rochelle, jusqu'à ici, tous ces secteurs-là, on est dans une situation où la nappe est là, sous nos pieds, tout de suite. Tous ces aménagements ont fait que l'eau qui autrefois mettait 3 jours à rejoindre la rivière, maintenant elle y est en 3 heures. Quand à partir des années 80, les maïsiculteurs, puisqu'il faut les appeler comme ça, ou plutôt les céréaliers, qui rêvent d'être tous des bosserons, les céréaliers se sont mis à pomper dans la nappe, on a vu d'année en année nos rivières s'assécher. Et on a ajouté, les pêcheurs le diraient mieux que moi, mais c'est des kilomètres, des centaines de kilomètres de rivières asséchées chaque année, toujours un peu plus tôt et toujours un peu plus longtemps. Dès que l'arrosage, moi je ne parle pas d'irrigation, parce qu'en plus on nous a trompés sur la marchandise, y compris dans la sémantique, c'est pas d'irrigation avec des rigoles comme ça se fait dans les pays du Sud, et avec une grande culture de la gestion de l'eau et un partage de l'eau. C'est de l'aspersion, hein, puisque c'est au minimum 80 mètres cubes heure, souvent même en plein soleil, et pris encore une fois dans la nappe phréatique. C'est pas des rigoles, c'est de l'aspersion avec l'évaporation, le gaspillage, enfin voilà. Donc on a vu les rivières s'assécher. Évidemment, beaucoup d'associations l'ont dénoncé à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de manifestations, des collectifs existaient déjà. Pas encore le collectif Bassines Non Merci, mais il y avait déjà beaucoup de mobilisation. Seulement la situation n'était sans doute pas encore assez grave et on n'était pas assez nombreux pour pouvoir faire, pour que les politiques finissent par ouvrir les yeux. Enfin, il faut beaucoup de temps pour que les politiques ouvrent les yeux, ça c'est une évidence. Donc on a dénoncé ça et les arroseurs nous disaient, mais oui, mais bon, c'est vrai que vous n'y connaissez rien, il n'y a aucun rapport, c'est pas parce qu'on se met à pomper que la rivière descend, c'est la faute du soleil. D'ailleurs, c'est en aparté, aujourd'hui, l'ensemble des communes du Marais Poitevin, et c'est en train de remonter sur la Gâtine, sont reconnues communes sinistrées. Évidemment, il faut dire que c'est à cause du soleil, mais c'est à cause des tassements et de la baisse de la nappe qui fait que, on parlait tout à l'heure de tassement des sols, de la rivière qui descend, et ça a été très bien expliqué, mais chez nous, les tourbières, la tourbe se minéralise et donc les sols descendent. Les prairies, quand il en reste, elles aussi descendent. Toutes les maisons du Marais Poitevin sont directement posées sur l'argile. L'argile est porteuse, les fondations c'est l'argile. L'argile est porteuse tant qu'elle est dans l'eau. Quand le doigt de la nappe descend, évidemment les maisons se fissurent, donc on reconnaît les communes sinistrées et on paye encore par un autre bout, tant que les assurances n'auront pas trop augmenté et qu'on ne pourra plus payer. Juste, Jean-Jacques, pour que les gens comprennent bien, il y a sûrement des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une bassine, comment ça fonctionne, comment elles se remplissent. J'y arrive, pardon, j'y arrive. Parce que le temps file un peu dans un quart Oui, c'est vrai, mais c'est bien de me canaliser. sans trop de barrage. Mais, donc, c'était pas vrai, il n'y avait aucun rapport entre les prélèvements dans la nappe et l'assèchement des rivières. Donc, au bout de quelques années, c'est tellement énorme et tellement gros qu'ils finissent par l'admettre, et ils trouvent, puisque c'est ceux qui ont fait le mal qui nous proposent la solution, et ils trouvent la solution fantastique des bassines, c'est-à-dire que voilà, avec ça, on va pouvoir prendre l'eau l'hiver plutôt que l'été, on en prendra normalement moins, voire plus l'été, en fait c'est pas vrai, hein. On va prendre l'eau l'hiver, comme ça l'été, on aura constitué notre réserve, et les rivières ne s'assécheront plus. Donc on met en place les bassines, vous avez vu le schéma, on prend toujours dans la nappe phréatique, on prend l'eau dessous donc, et on la met au soleil, sur des buttes, plutôt sur les hauts, parce qu'il faut éviter dans les bas que la nappe remonte et soulève la bâche, sur des buttes, sur des bâches en plastique noir. Quand je suis en colère, si on faisait le congrès mondial des imbéciles, on ne peut pas trouver pire. C'est l'évaporation, c'est les cyanobactéries, c'est le gaspillage de l'eau, c'est du n'importe quoi. Si on veut irriguer véritablement, la meilleure façon, c'est de tout faire pour reconstituer les zones humides, freiner l'écoulement de l'eau, pas l'arrêter comme un seau brutalement, hein, freiner l'écoulement de l'eau, restaurer les zones humides. Chez nous, ça veut dire qu'il faut remettre de l'argile au fond de la rivière, hein,
et seulement après supprimer les ouvrages qui ont été faits à l'arrache, artificiellement, dans les années 80, pour essayer de freiner cet écoulement trop rapide de l'eau, parce que l'assèchement s'avançait d'année en année et de plus en plus longtemps. Et alors, quel est le projet concrètement? Combien de bassines doivent être implantées dans cette zone humide? Et quelle surface de cette zone humide va être impactée, artificialisée pour construire ces bassines? Alors, l'ancien Poitou-Charentes, c'est 200 bassines programmées. Le secteur de la COP de l'eau, parce qu'en plus ils ont le culot d'avoir monté une coopérative, comme si l'idée était de partager, c'était 19 bassines au début, mais ils mettent toujours un chiffre très haut parce qu'ils savent que ça va être réduit. On est descendu à 16, et actuellement, bon, ils ont commencé, alors, il y a des jugements, on en parlera peut-être cet après-midi, tout à l'heure. Ou tout à l'heure, voilà. Et ils ont commencé à en réaliser, ils ont réalisé la première, ils sont en train de la remplir depuis ce matin, là. Je vous dis, sur 200 sur l'ensemble du Poitou-Charentes, 16 donc sur notre secteur. Pour vous donner une idée de l'économie d'eau qui pourrait être engendrée à la fois dans les volumes et dans les périodes de prélèvement, les 10 dernières années, et encore, il ne faut pas que je vous embrouille trop, mais les 10 dernières années, c'est 10 millions de mètres cubes qui ont été pris directement dans la nappe, avant les bassines. 10 millions de mètres cubes, la moyenne des 10 dernières années. On a oublié les 5 dernières années parce que c'était tellement sec qu'ils ont moins prélevé, donc ça aurait faussé les chiffres. Donc on a oublié ces années-là, on n'a plus de chiffres à partir de 2017. Donc les 10 dernières années, 10 millions de mètres cubes prélevés dans le milieu. Le projet vertueux de prendre l'hiver plutôt que l'été, 7 millions l'hiver, 6 millions l'été, ça fait déjà 7 et 6, 13, c'est plus que ce qu'on prenait avant, alors qu'on avait des centaines de kilomètres de rivières à sécher, et on oublie les 1,5 million de bassines qui existent déjà, c'est-à-dire que le projet nouveau, dans notre secteur, sur le secteur de la COP de l'eau, c'est 14,5 millions prélevés dans le milieu, dont 7 l'hiver, c'est vrai, et le reste l'été, mais c'est plus qu'avant. Donc, c'est pas de la substitution, comme il disait, puisqu'on continue l'été, et c'est pas une réduction des volumes, c'est une augmentation des volumes. Ça veut dire que c'est des assèchements d'hiver, puisqu'ils remplissent en ce moment, la nappe n'a pas le temps de se remettre, elle n'a même pas le temps de se reconstituer, et en plus, on est dans une situation où on a affaire, il faut peser ces mots, et je les pèse, on a affaire à des truands qui, avec la complicité de l'État, faussent même les thermomètres. C'est-à-dire que la nappe est à un niveau minimum, elle n'est pas reconstituée, mais malgré tout, le programme, le projet permet malgré tout de remplir les bassines. Parce qu'effectivement, si on attendait que la nappe soit saturée, que la rivière déborde, on pourrait imaginer que ça devient intéressant, et pourquoi pas. On pourrait imaginer pour des maraîchers, pour de la culture de proximité, pour de la qualité, on pourrait imaginer de garder de l'eau. Pas forcément au soleil, mais de garder de l'eau. Là, ça n'est pas le cas. Et en plus, c'est vrai, quand j'ai des chiffres là, vous me dites s'ils sont bons, hein, ça coûte un pognon de dingue. En plus, comme dirait l'autre, moi j'ai 40 millions d'euros le projet, 70% plus d'argent public, hein, c'est financé par le contribuable, 200 hectares de terres agricoles plastifiées, 128 forages actifs, et ça concerne seulement une minorité en plus d'agriculteurs industriels, 6% je crois. Il y a des bassines, hier je l'ai photographié justement, puisque en justice on apporte des éléments au juge pour qu'il voit ce qui se passe. Elles sont pratiquement toutes remplies en ce moment. Bon, ils commencent à partir du mois de novembre. Et justement entre La Rochelle et Mosée, il y en a tout un secteur là. Ça y est, elles sont pleines pour la plupart, à part celles qui ont été détériorées ou qui se sont détériorées avec le temps. Et vous nous en direz plus juste après, vous nous raconterez un peu votre lutte et les actions en cours. Là, c'est bon. Oui, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour aller dans le sens de ce qu'a dit Jean-Jacques tout à l'heure, on a une certaine malhonnêteté du côté des pro-bassines à faire croire que l'eau de pluie va permettre de remplir ces bassines. J'ai entendu dire souvent, avec la quantité d'eau qui est tombée cette année, vous vous rendez compte, on aurait pu remplir toutes les bassines. C'est faux.
c'est un mensonge. Tout simplement parce qu'il y a l'évaporation, l'évapotranspiration, et il y a aussi le ruissellement, qui font que 10 litres d'eau qui tombent de pluie ne vont pas faire 10 litres d'eau dans la nappe. Et quand on connaît la relation qu'il y a entre la nappe et la rivière, on comprend d'autant plus l'importance de l'avoir au maximum, cette nappe phréatique, pour pouvoir fonctionner tout l'été. Oui, c'est ce que disent les défenseurs. C'est de la des malhonnêteté bassines. que de faire croire ça. Que de toute façon, elles se remplissent grâce aux eaux de pluie. On pompe dans les nappes qui sont en saturation l'hiver quand il y a beaucoup d'eau, alors que vous expliquiez tout à l'heure que ce n'était pas le cas. Ouais, allez-y, puis après... Le président de la COP de l'eau, Thierry Boudou, habite mon village. Hein, donc, vous voyez, je connais le coco et son père et son grand-père avant lui. C'est des malins. Hein. Ils ne mettent pas les plus chauds en avant quand même. Il dit, mais arrête de nous fatiguer avec ça. On va prendre l'eau que quand la nappe déborde. On va prendre que ce qui déborde de la nappe. On va laisser la nappe se reconstituer, je ne le crois pas trop, mais mettons. Et puis, on va prendre que ce qui déborde de la nappe. Mais je dis, mais là, tu vas retourner au CM2 et apprendre le cycle de l'eau. Ce qui déborde de la nappe chez nous, puisque c'est une nappe alluviale, c'est toutes nos sources. Ça veut dire que tu considères demain qu'on est au Maroc. Ça veut dire que dans nos rivières, on va les rebaptiser des oueds, puisqu'on n'aura plus dans ces rivières que de l'eau de ruissellement quand il aura plu pendant 3-4 jours, mais on n'aura plus dans nos rivières de l'eau qui déborde de la nappe, puisque tu l'auras réservée pour tes copains pour mettre dans les bassines. Et pour la ressource halieutique, j'imagine que effectivement c'est une catastrophe. Est-ce que... Alors, question là-bas, bon, bah, je vais faire circuler le micro. Et comment peut-on expliquer pourquoi l'État a visiblement fait le choix de soutenir ces projets de bassines en faisant exploser le protocole d'accord qui officiellement existe toujours, mais dans les faits n'existe plus. Parce que la DDT, le préfet a autorisé la construction de la première bassine à Mosée, bien que certaines clauses du protocole d'accord n'étaient pas respectées, certaines créations pour suivre l'impact des bassines n'étaient pas créées, bien. Pourtant c'était prévu avant. Vous pouvez faire un début de réponse, et de toute façon je pense qu'on y reviendra aussi tout à l'heure. Ah non, non, d'abord tu fais la réponse. J'avais une remarque. Allez-y, Jean-Jacques. Moi, je crois que l'État, je l'ai dit tout à l'heure, a attribué des volumes bien supérieurs à ce que peut fournir le milieu, et l'État ne sait pas aujourd'hui comment sortir du problème. L'État est... Bon, il n'y a pas de ministre de l'Environnement, c'est l'agriculture qui domine. Et puis, il y a surtout, bon, on ne l'a pas dit, c'est vrai, mais il y a une espèce d'économie artificielle, parce que c'est beaucoup d'argent public, mais à la fois sur l'investissement, mais aussi dans le fonctionnement. C'est 10% du monde agricole, mais c'est 80% des aides européennes. C'est toute l'agro-industrie, l'agrochimie qui est derrière et qui, entre guillemets, manipule ces quelques agriculteurs qui sont devenus les rois du pétrole, mais qui, bon, sont pas toujours... Enfin, qui sont de bons outils, finalement, hein, pour évacuer, vendre tous les produits phytosanitaires, pour vendre le matériel, les tracteurs, les tuyaux, les pompes. C'est ça. Et je me souviens d'une réflexion d'un économiste qui disait, mais bon, tout le monde sait que les dégâts collatéraux de ce modèle agricole, on les paye tous et par tous les bouts, et c'est un fiasco économique, c'est un fiasco humain, parce que c'est aussi la disparition de l'exploitation, mais c'est un fiasco écologique, c'est évident, mais c'est un fiasco économique, hein, parce que les conséquences, l'eau potable, ce qui a été fait, j'ai été vice-président d'un syndicat d'eau, les interconnexions, les pompes dans tous les sens, enfin, les maisons qui se fissurent, l'économie du tourisme, enfin, la pêche, la mer, les conséquences sur ce qui se passe ici, et nos amis, les paysans de la mer, qui eux voient une qualité d'eau qui se dégrade ou qui n'arrive même pas, alors que les huîtres et les moules en ont besoin, et ont besoin d'eau importante à certaines périodes de l'année. Tout ça, c'est un fiasco économique total, mais il y a un avantage,
et c'est un tout petit avantage, c'est pas grand-chose. Ça permet, paraît-il, en exportant 80% du maïs à la palisse pour nourrir toutes les usines amères de l'Europe, c'est-à-dire toutes les vaches, les poules et les cochons qu'on a enfermés et à qui il faut emmener à manger, ça permet de rétablir une partie du déséquilibre de la balance commerciale. C'est aussi nul, si c'est... Bon, c'est sans doute pas la seule raison, mais c'est aussi stupide et nul que ça. C'est impossible à résumer, mais si un minimum de bon sens, revenir au cycle de l'eau et se dire que sans doute la priorité, ça va être demain, ça devrait déjà être le cas, de la partager, de la protéger et de la redonner à la terre, comme dit l'association Daniel Mitterrand. Redonner l'eau à la terre, ça veut dire arrêter de massacrer, comme on l'a fait depuis un demi-siècle, toutes les zones humides, c'est-à-dire utiliser ce bien commun, et là qui n'a pas de frontières, qui est essentiel à toute vie, parce que pas seulement la nôtre, enfin à la fois le partager et surtout le protéger en faisant le contraire de ce qu'on fait depuis un demi-siècle, c'est-à-dire que vraiment en redonnant l'eau à la terre, en restaurant les zones humides, en freinant, je suis toujours un peu prudent quand je dis freiner, mais en freinant son écoulement. Moi j'ai toujours les souvenirs de Madère, quand je suis allé à Madère, le travail qui a pu être fait là-bas par les hommes, il n'y a pas d'eau d'un côté, mais ils l'ont emmené de l'autre côté de la montagne. Voilà, ça c'est de l'irrigation, ça c'est de l'intelligence, ça une goutte d'eau qui tombe en haut de la colline, tout faire pour qu'avant qu'elle rejoigne la plage, elle ait été partagée par tous et de façon équitable, et qu'elle descende vers la mer, puisque c'est ça quand même sa vocation, mais en étant préservée, protégée, non souillée. J'étais il y a quelque temps en Iran, et je lis en ce moment, mais je ne veux pas m'égarer Alexandre le Grand, mais quand on voit que ces peuples-là, les Perses en particulier, il était hors de question de souiller l'eau, de souiller la terre, et que les défunts, on les mettait sur des rochers et on les offrait aux vautours, plutôt que de souiller l'eau et la terre. Même encore aujourd'hui, dans ces pays-là, ils disent l'eau, c'est des déserts, c'est un bien sacré. Nous, on est les pays dits civilisés, c'est l'horreur chez nous. C'est un problème majeur, hein, l'accaparement des ressources en eau par les sociétés privées, la privatisation de l'eau. Je pense que l'objectif, c'est de faire de l'eau un bien public, un bien commun de l'humanité, comme on a l'habitude de dire. Dernière question, et après je donne la parole à Carmen. Question, madame, allez-y. Oui, c'est plutôt une observation qu'une question. Dans cet atelier au environnement, je découvre qu'on parle beaucoup de quantité d'eau et de continuité écologique. Moi, je viens de Bretagne, plus particulièrement des Côtes d'Armor, de la baie de Saint-Brieuc, l'association Halte aux Marées Vertes, et c'est vrai que ce genre de sujet ne nous est pas vraiment familier, parce qu'en Bretagne, ce qui occupe les débats, ce qui occupe l'intérêt, c'est la qualité de l'eau. On se bat tous les jours, on se bat depuis des années pour la question de la qualité de l'eau. Il est vrai que les Côtes d'Armor, pour prendre cet exemple, c'est le premier département d'élevage de France. La baie de Saint-Brieuc, c'est le point chaud des algues vertes en Bretagne et en France, puisqu'on reçoit la moitié des surfaces d'essouage d'algues de Bretagne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, premier département d'élevage de France ? On a par hectare de surface agricole utile, et un hectare c'est jamais qu'un carré de 100 sur 100, hein, en moyenne, en Côte d'Armor, on a un bovin, 1,1 exactement, plus 22 cochons, plus 248 volailles par hectare. Il faut déjà un hectare pour nourrir un bovin et supporter ses déjections. Alors bien évidemment, en vous baladant dans les Côtes d'Armor ou en Bretagne, vous ne voyez pas cette pression insoutenable du cheptel, parce que ces animaux sont cachés dans des grands bâtiments. Donc on ne se représente pas la densité animale qu'on supporte. Alors bien évidemment, ces 100 millions d'animaux d'élevage en Bretagne ne sont nourris que pour moitié sur les terres bretonnes, et sont nourris pour beaucoup par des importations massives de soja d'Amérique latine, déforestation, pesticides, OGM, et aussi du maïs. On apporte du tournesol, des céréales, de la Beauce et d'ailleurs. Donc, on est donc
on importe toutes ces nourritures pour les animaux, on est donc structurellement excédentaire en azote. Voilà pourquoi on dit qu'on ne s'en sortira que par une diminution conséquente du cheptel. Nous, à Thomas Révert, on dit qu'il faut diminuer de moitié le cheptel. Moins de cheptel et plus de paysans. La Bretagne n'a pas vocation à nourrir le monde. Alors qu'est-ce qui se passe justement au niveau de l'eau? Avec toutes ces déjections animales, sources de nitrates et tous les engrais qu'on met sur les terres, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des nitrates? En 71, début des premières marées vertes, 50 ans, ça fait 50 ans qu'on a des marées vertes en Bretagne, on était à 4,4 mg de nitrate par litre en moyenne. 4,4, on est parti de là. Et on est monté, jusqu'aux années 92, 93, 94, pour avoir 53 mg de nitrate en moyenne. Quand je dis bien moyenne, parce qu'on s'allait jusqu'à 107 mg dans certaines rivières. Donc c'est une moyenne. Ensuite, avec les différents plans, parce qu'on est les champions des plans, plan algues vertes, plan d'action régionale nitrate, PMPOA, plan de maîtrise des pollutions agricoles, Bretagne eau pure, etc. Avec les mesures qui ont été mises en place, après ça a descendu à partir de ces années, milieu des années 90, et on est descendu à 32 mg de nitrate. Le problème, c'est que pour que les marées vertes disparaissent, ou au moins diminuent considérablement, on a descendu de 20 mg, il faut encore descendre de 20 mg de plus, c'est-à-dire descendre sous la barre des 10 mg. Or, retenez bien ceci, depuis 2014, les taux de nitrate en Bretagne ne baissent plus, voire remontent. Pourquoi, depuis 6 ans, on n'arrive plus, on n'avance plus, les taux de nitrate ne baissent plus? On est à 32 en moyenne, 31,7 en 2019, et il faudrait descendre en dessous de 10. Eh bien, l'explication est la suivante, c'est que les mesures qui ont été mises en place, les mesures réglementaires, alors là, c'est de la fine dentelle, je vous assure, ils sont d'une imagination et d'une inventivité débordante pour imaginer des mesures pour contenir les flux d'azote. Ça va de la bande enherbée au bord de la rivière, au décompte du nombre de jours de présence de pâturage dans les champs, des mesures de reliquat d'azote par des prélèvements dans les terres en fin de récolte, etc., etc. On a mis en place tout ce qu'il était possible de faire dans le cadre du système, sans toucher aussi à l'élevage industriel hors sol tel qu'il est. Maintenant, pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, il va falloir impérativement remettre en cause, réformer en profondeur le système agricole. On a bidouillé, on a bricolé tout ce qu'on a pu, et maintenant il va falloir repenser passer de l'élevage industriel hors sol à un élevage paysan lié au sol, où les animaux soient nourris sur les terres et on arrête d'aller importer du soja et du maïs d'ici ou d'ailleurs. Voilà, résumer la problématique et voilà pourquoi on n'avance pas en matière de marée verte, ce sera ma dernière phrase. On a eu en 2021 l'année record depuis que les marées vertes existent. On n'a jamais eu autant de marées vertes. Alors c'est la conjonction de deux choses. C'est vrai qu'on a eu une météo particulièrement propice, particulièrement favorable aux marées vertes. Mais dites-vous bien, ça ira peut-être moins l'année prochaine s'il fait sec. Et c'est vrai que la situation a été calamiteuse puisque c'est la première fois dans l'histoire que les plages sont fermées même en hiver. C'est-à-dire qu'on avait des algues vertes encore en décembre, ce qu'on n'a jamais vu. Jamais on a fermé des plages au public en hiver. Je suis désolé, voilà. Donc c'était pour vous dire qu'on est dans d'autres... je ne dis pas ça parce qu'on vient de la baie de Saint-Brieuc et parce qu'on est dans le hotspot des algues vertes, mais je veux dire, ces débats, c'est le débat qu'on a dans les 4 départements bretons, cette agriculture industrielle. Et pour terminer sur une note positive quand même, rapide. Ouais. Il est en train de se créer en Bretagne un collectif qui, pour l'instant, s'appelle provisoirement Stop Lobby Agrochimie. On a eu une première réunion, on va avoir une deuxième réunion la semaine prochaine, pour que tous les acteurs, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient des associations, des collectifs, des syndicats, ça va de collectifs contre les pesticides, les marées vertes, attaques, etc., se regrouper pour se bagarrer ensemble contre ce lobby agroalimentaire, parce que on a bien conscience qu'en face
Nos adversaires, eux, savent faire bloc et se serrer les coudes lorsqu'il s'agit de défendre le système. Alors il faut que nous aussi, qu'il s'agisse du syndicat solidaire ou d'Attaque ou de la Marée Verte ou d'Eau et Rivière, etc., il faut qu'ensemble on sache se serrer les coudes et surmonter nos divisions, parce que les banques, les coopératives, vraiment, ils se tiennent la main, ils se serrent les coudes. Alors il faut que nous aussi, on soit unis. Merci, merci. Et c'était très intéressant. Jean-Jacques, vous pouvez peut-être... C'est vrai que bon, il y a eu beaucoup de choses là-dedans, mais sur la lutte contre l'agriculture industrielle, bon, c'est vrai qu'on a des solutions, hein, déspécialiser les régions agricoles, relocaliser les productions, créer des circuits courts, tout ça on connaît. Ça me permet de faire une transition avec ce qui se passe chez vous, avec les bassines. Comment vous luttez sur place, avec quels moyens, quels outils contre ces géants de la... Le collectif des bassines était à La Réunion pour la constitution du collectif Stop Agrochimie. Il y avait une dame qui représentait la lutte contre les bassines. Donc ça excède un peu la Bretagne, notre collectif qui est en train de se créer. Voilà. C'est le même combat. Eau et Rivière de Bretagne, moi il y a longtemps j'étais. Mais ça ne va pas vous rassurer peut-être, mais bon, en tout cas je vous félicite pour votre punch et vos connaissances. Mais les algues vertes, elles sont là, dans l'île d'Orée, là, à côté, là. L'île d'Orée, l'île d'Oléron, il y a eu un reportage là-dessus. Elles sont aussi là, quoi. Et c'est vrai que, bon, enfin, je partage complètement votre analyse sur la finalité de cette agriculture hors sol. Ce qu'on subit chez nous, c'est effectivement pour faire du maïs. C'est même pas l'Afrique, hein, c'est tous les pays d'Europe et la Bretagne hein, qui ont besoin de ce maïs pour c'est ce que j'ai appelé ce matin, ces usines à merde. Voilà. Ça c'est ce modèle agricole, véritablement, et on va arriver donc à nos manifestations. Vous savez, c'est pas par hasard si on en est là, c'est au tout départ, c'est la politique agricole commune, c'est l'attribution des aides, et puis ce qui a été préparé pour les années à venir ne s'améliorera pas, vous pourrez en parler avec Benoît. Hein. Quand, je vais faire très court, mais quand un agriculteur chez nous, il a un peu d'élevage sur de l'herbe et un peu de céréales, puisqu'il est à cheval sur la zone humide et sur la plaine, quand on lui dit tu vas toucher 150 € à l'hectare pour avoir des vaches, des vrais sur de l'herbe au fond de la vallée, et puis on va te donner 400 €, j'arrondis, et puis c'est plus les chiffres actuels, mais si tu te mets totalement aux céréales, même les moins futés, j'allais dire même les plus bêtes, ils comprennent au bout d'un moment. Hein. C'est comme ça que le Marais Poitevin perd son label, parce que la moitié des prairies sont retournées, parce qu'on a intérêt à faire des céréales. Ça rapporte davantage, et c'est moins fatigant. Donc attendez, voilà, un céréalier à peu près bien organisé, c'est 5 à 7 heures de travail par an par hectare. À côté, les fonctionnaires, c'est des bannières. C'est vrai, et pas pour les mêmes revenus. Donc voilà, c'est là que ça commence. C'est dans ces décisions-là. Et dans la manière de répartir ces aides, on avait réussi un combat à un moment donné au niveau du Poitou-Charentes, et c'était grâce à des gens comme Benoît, comme Serge Morin, on avait réussi à récupérer une partie de ces aides de l'Europe au niveau national, et puis on les attribuait, c'est la région qui les redistribuait en fonction de ses spécificités. C'est-à-dire que c'était les élus régionaux qui disaient, nous, on est une région d'élevage, on va soutenir l'élevage. Voilà. Une région de céréales, on soutenait les céréales. Bon, je reviens à nos combats, peut-être, quand même. Il y a peut-être un bout de... Oui, on va avancer. Cornelia, je suis désolé, parce qu'on est un peu en retard, mais on reviendra à la fin si on a un peu de temps. Enfin, je vous redonnerai la parole. Allez-y, on peut peut-être parler de la commission des pétitions, qui est c'est un élément important. D'ailleurs, je crois que c'est Benoît qui vous a fait connaître cette commission européenne. Racontez-nous en quoi elle est intéressante et vous a aidé cette commission. Commission Péti. Alors, Benoît, évidemment, j'étais membre du parc naturel du Marais Poitevin, à une époque, quand j'étais élu, et j'étais près aussi des élus de la région, quand Benoît était élu et responsable de l'agriculture avec Serge Morin. C'est là qu'on a réussi à avancer à petits pas sur ces problèmes-là. Donc nous, sur le terrain, c'est vrai qu'on mène et on va continuer de mener à la fin mars une manifestation d'ampleur au niveau national, où on a avec nous le soulèvement de la terre. D'ailleurs, il y a le soulèvement de la mer qui est en train de se préparer.
La Confédération paysanne est avec nous parce qu'il y a plus de 80% des agriculteurs qui ont du mal à s'en sortir pendant qu'une minorité rafle tout, mais enfin je ne vais pas revenir là-dessus. Donc toutes ces associations, hein, le monde de notre... au niveau national, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur ce que vous attendez de vos voeux, sur un regroupement de nos forces, sur un rassemblement des luttes, sur des déplacements. On doit aller bientôt en Alsace, on doit aller dans le Jura, on ira, je ne sais plus, mais bon, ça devient des emplois du temps, on ne sait plus des emplois du temps de retraités. Mais c'est dans ces rassemblements et dans le soutien de ces luttes qu'on y arrivera, parce que sinon, chacun se bagarre dans son coin, on se disperse et la machine continue d'avancer. Donc on a mené des actions sur le plan juridique, j'allais dire au niveau local, pour dénoncer ces fameuses bassines, et à chaque fois la justice, pour aller très vite, dit simplement et répète, que ce soit sur le secteur de la Boutonne, sur le Curé, donc plus près d'ici, et même sur notre secteur à nous. Bon, le premier argument de la justice, c'est de dire, mais bon sang, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter votre projet, parce que les prélèvements dans le milieu, hein, sont inférieurs à ce que vous voulez. Vos prélèvements sont supérieurs à ce que peut fournir la nappe phréatique et les rivières. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la justice nous dit, mais écoutez, vous nous avez parlé, vous avez essayé de nous enfumer avec retenue collinaire, eau de pluie et tout ça. Maintenant, vous dites substitution. Ça n'est pas de la substitution, parce que quand on substitue, à un moment donné, si on prend l'hiver, on ne prend plus l'été. Ça n'est pas de la réduction, puisque les volumes prélevés initialement, eh bien, ils vont être supérieurs dans les projets que vous sortez. Donc ça, et on attend de la justice, encore en début d'année, j'espère, peut-être au mois de mars, on entend de nouvelles décisions, parce que le problème, c'est que ça avance pas vite, quoi, hein. Et pendant ce temps-là, eh bien, nos opposants, eux, forcent le trait, savent qu'ils sont couverts par les élus et par l'État en général. Donc la bassine qui est en train de se remplir en ce moment là, eh bien, ils l'ont fait à vitesse grand V et en passant au-dessus de toutes les règles. Donc quand on a essayé pendant pas mal d'années de se bagarrer de cette façon et d'obtenir quelquefois quand même à repousser un peu l'échéance et à freiner un peu la machine ou à réduire le nombre de projets, à un moment donné, grâce à Benoît, c'est vrai qu'on a eu envie d'interpeller la Commission européenne et la fameuse commission Petit, parce que sur ce dossier des bassines, il est clair que, bon, en début d'année, on a demandé à déposer un dossier en urgence. Dès le mois de mars, on a eu une réponse recevable de la commission Petit, qu'elle rejoignait même beaucoup de leurs préoccupations par rapport à ce qui s'était déjà passé sur le Marais Poitevin quand on a perdu le label avec le retournement des prairies, parce qu'on est encore dans le même chantier, hein. Et puis, la Commission a interpellé l'État français, et l'État français a répondu royalement le 18 novembre, circuler, il n'y a rien à voir, hein. Ça veut dire que l'État français bafoue des directives européennes, des élus français qui ont voté, j'ai entendu tout à l'heure, à l'unanimité des règles, des lois pour enfin partager et protéger l'eau et les zones humides, mais tout d'un coup, on a oublié, on n'en parle plus. Je me retrouve là à parler du côté juridique, je préférerais que ce soit Patrick, donc j'ai pris mes notes, il y a quand même 9 directives qui sont bafouées par l'État français, on va prendre les nitrates en premier, donc là on est en plein dans ce qui vient d'être dit par la Bretagne, hein, la directive nitrate, et puis les nitrates qui sont quand même en grande partie d'origine agricole, même s'il y a une partie qui vient aussi de l'habitat, mais on est sur des régions quand même, on est à la campagne. Il y a la directive habitat, faune-flore, là aussi ça concerne le Marais Poitevin, et elle est bafouée, puisque quand vous asséchez les zones humides, il est évident que la biodiversité en prend un sale coup, hein, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux ou les oiseaux, ça dégrade très vite. C'est la directive cadre sur l'eau, hein. Là aussi, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais encore une fois, on s'assoit sur des décisions et sur des engagements qui avaient été pris à grand renfort de publicité.
la directive dommages environnementaux, la directive détérioration des eaux souterraines, puisque ça, quand on a la chance d'avoir de l'eau sous les pieds, à l'abri, en grande partie souvent des pollutions, à l'abri de la lumière, à l'abri de l'évapotranspiration, quand on a cette chance-là, ce n'est pas le cas partout, être assez idiot, je le répète, pour aller la salir, la polluer et la mettre au soleil, je ne pense pas que ce soit malin. C'est la directive cadre stratégie pour les milieux marins, puisqu'on en a peu parlé ce matin, mais j'ai parlé des paysans de la mer, une rivière vivante, il faut qu'elle ait des étiages, c'est bien qu'elle déborde, c'est important, puisque les paysans de la mer, les huîtres, les moules ont besoin qu'il arrive de l'eau douce à un moment, et en ce moment justement, pour que les naissins puissent se développer, c'est essentiel. Et ça, c'est un détail aussi, mais il y a un parc naturel marin ici, ce n'est pas le cas partout. Les projets de bassines, eh bien, on n'a pas consulté le parc naturel marin. C'est-à-dire que là, normalement, je n'ai pas du tout parlé de la loi sur l'eau, mais la loi sur l'eau est claire sur les priorités. La première priorité, c'est l'eau potable. La seconde, c'est le milieu, les zones humides. Si on ne préserve pas le milieu, l'eau potable va vite se dégrader. Et en troisième, c'est éventuellement l'eau qui peut servir à refroidir les centrales, ou l'eau qu'ils appellent de façon complètement lamentable, l'eau économique, parce que d'économie, quand il y a 80% d'aide publique, je ne vois pas où elle est, mais bon. Voilà, c'est ça l'ordre. C'est ça l'ordre normal. Donc là, ça ne le fait pas. C'est la directive oiseaux, puisque la directive oiseaux, elle aussi, c'est une zone humide, c'est une zone où il y a des crues. C'est une zone où l'eau des rivières vient sur les prés. C'est une zone où le marais mouillé, qui a été fait par les hommes, est une super bassine magnifique, naturelle, où l'eau va se purifier toute seule. En plus, c'est gratuit, c'est mieux qu'une usine à dépolluer. Où l'eau va se purifier toute seule, c'est une zone de stockage, et au préalable, le marais mouillé était fait pour donner de l'eau l'été au marais desséché, où on faisait les céréales. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du marais Poitevin, mais c'est comme ça que c'était. Aujourd'hui, avec les aides de l'Europe et la PAC, en particulier, on encourage les agriculteurs du marais mouillé à retourner leurs prairies pour faire des céréales. Résultat, on assèche. Ça va mal, c'était bien, ça fonctionnait, parce que c'était très complémentaire. Un marais desséché, un marais mouillé, et puis l'un ne pouvait pas fonctionner sans l'autre. Aujourd'hui, le premier, le marais desséché, n'ayant plus d'eau venant du marais mouillé, ils ont pris dans la nappe. Vous voyez, on est dans un monde de Shadok, on est dans un monde de fous. Donc je continue sur les... Donc ça, c'était sur les milieux, sur les oiseaux. Les oiseaux, et les oiseaux migrateurs en particulier, ils ont besoin de ces zones humides, ils ont besoin de ces zones inondées, à la fois pour leur migration, pour se reproduire, pour se reposer. Donc vous asséchez la zone humide, vous fichez en l'air l'ensemble des oiseaux et des directives oiseaux. Ce n'est pas un détail non plus, mais les oiseaux de plaine, quand vous faites une bassine, nous on voit les mouettes, les cormorans qui viennent maintenant chez nous, et c'est au détriment, évidemment, je ne suis pas un spécialiste, mais du busard cendré, du busard du busard Saint-Martin, du busard des roseaux, qui sont normalement chez nous dans la plaine. Vous avez, Sophie, on prend quelques questions et vous revenez. J'avais presque fini. Terminé, c'est la directive de la Convention européenne sur les droits de l'homme et des libertés fondamentales de qualité de l'eau potable, parce que l'eau est un bien commun, on doit pouvoir le distribuer, le préserver, encore une fois. Là, c'est quelques-uns qui s'attribuent un bien public et commun, quelques-uns, je vous le dis quand même, mais il y en a qui ont leur bassine pour eux tout seuls, des volumes de 250 à 260 mètres cubes, 1000 mètres cubes, pardon, attribués à un seul individu sur ma commune. Il y en a un qui a une bassine de 160 000 mètres cubes, un quota de 160 000. C'est plus que, en une année, c'est plus que tous les villages réunis autour en consommation. Donc c'est injuste, c'est inadmissible. Voilà. Et la dernière, c'est la directive concernant l'accès du public à l'information. Parce que quand vous mettez 70,
on va plutôt aller vers les 80% bientôt là, sur les bassines d'argent public. Le minimum, c'est qu'il y ait une transparence. Qui est branché sur les bassines, pourquoi faire, qui profite du crime, hein, et que les dossiers soient transparents. Qui est-ce qui contrôle les niveaux d'eau? Est-ce qu'on a accès au piézomètre? Est-ce que le public qui a financé à 70 à 80% ces aménagements, pour rester poli, hein, il doit avoir en permanence, avec l'informatique c'est possible aujourd'hui, il doit voir quel est l'état du niveau de la rivière, quels sont les niveaux des piézomètres, c'est le thermomètre qui donne la hauteur de la nappe, et il doit pouvoir dire, là, on arrête les frais, parce qu'on est déjà, ça y est chez nous là, on est déjà en situation de sécheresse. C'est pas un scoop, c'est moi qui vous le dis, et puis je ne suis pas hydrogéologue, mais ça y est, l'assèchement de nos sols a déjà commencé. L'an dernier, chez moi, le bruit de l'eau, alors je vais parler de chez moi, c'est pas bien, il va dire, il défend sa soupe. Non, je suis dans le Marais Poitevin. Eh bien, chez moi, je suis dans le Marais Poitevin, chez moi, c'est le Marais. Voilà, eh bien, l'eau, le bruit de l'eau, vous savez, la source qui coule, je l'ai entendu le 1er décembre. Cette année, je l'ai entendu le 10 janvier. Et je vous le dis, le 10 janvier, c'était il n'y a pas longtemps. Le 20 janvier, c'est fini, ça ne coule plus. La surface, les sols sont déjà, l'éponge est déjà essorée. Et la nappe n'a pas eu le temps de se reconstituer. Et pourtant, on remplit les bassines. Et pourtant, on prépare déjà les sols pour assécher la zone humide. Oui. Je m'arrête. Très bien. Je pense que les gens veulent... Donc les directives européennes existent, les outils juridiques existent, faut-il encore qu'elles soient respectées, que l'État et les collectivités les respectent, et bon, c'est ce que vous faites avec brio dans votre collectif. Alors, question, on a 10 minutes, allez. Donc, monsieur, commencez là-bas. Oui, je vais présenter mes convictions sous forme de question. Jean-Jacques, ne penses-tu pas quand même que l'espoir est permis? Parce que, un peu comme pour Notre-Dame-des-Landes, on va quand même une coopération, une concertation, une action collective en raison de la participation de partis politiques. J'ai vu ces derniers jours que le Parti communiste apparemment n'est pas non plus d'accord avec la construction de ces bassines. Bon, ELV et la France Insoumise l'avaient exprimé auparavant. Le front des associations est quand même de plus en plus large. Je rappelle donc les recours un collectif d'associations dont 2 fédérations de la pêche, Charente-Maritime et Deux-Sèvres, et donc une petite dizaine d'associations autres, a porté au moins déjà le premier fruit par un jugement en juillet 2020, dans le sens que le jugement déclarait que 9 sur les 16 bassines étaient surdimensionnées. Donc, bon. Et ce n'était pas encore le jugement sur le fond. Donc on attend toujours le jugement sur le fond. Après, je pense le fait que les 2 députés du Sud des Deux-Sèvres sont au minimum pour un moratoire, bon, plutôt défavorable aux bassines. Et surtout, pour ne pas l'oublier, tout à l'heure la question c'était de quoi se sert le collectif Bassines en Messine pour y arriver. C'est quand même le soutien de la population qui est présent chaque fois qu'il y a une manifestation organisée. Vous pouvez essayer de faire un peu plus rapide, que le micro circule encore un tout petit peu. Merci. Jean-Jacques, si vous voulez répondre sur la mobilisation des populations, c'est important, je pense. Oui, rapidement, moi, je pense que chaque manifestation, on est un peu plus nombreux. Ça reste convivial, mais on veut que ce soit convivial, on ne souhaite pas aller à l'affrontement, mais on est inquiet, la police est inquiète pour ce qui pourrait se passer au mois de mars, c'est vrai. Donc nous, je veux tout de suite rassurer les gens,
Notre objectif, c'est pas d'aller à la confrontation, c'est de, quand même d'essayer de faire peur à l'État pour lui dire qu'il serait temps de poser des valises, il serait temps de tenir compte de toutes les remarques qui sont faites depuis longtemps, il serait temps de faire un état des lieux de ce qui a été fait au préalable et de voir ce que ça a apporté de positif. Ça va être vite fait, hein. Donc nous, on demande ce moratoire et on est de plus en plus nombreux à le demander. Mais pour répondre finalement à ta question aussi sur l'avenir et sur l'optimisme qu'il faut avoir, moi je suis de ceux qui pensent que malheureusement c'est un peu comme les maths modernes. À un moment donné, il faut faire une démonstration par l'absurde. La bassine qui est en train de se remplir là, il faut qu'on la surveille. D'ailleurs on ne s'en gêne pas, mais plus on sera nombreux à le faire, mieux ça sera. Il faut qu'on la surveille, il faut qu'on surveille les piézomètres, et quand ils ne veulent pas nous donner les données, on ira les chercher. On surveille la rivière, ça on le fait depuis longtemps, pour apporter la démonstration que, comme en Espagne, déjà, pour remplir la première, ça va être au détriment des rivières, c'est sûr, de l'eau potable aussi. Si on en rajoute encore là-dessus, ça va finir mal. Pour arriver à ce que, et c'est le cas, puisque je le disais ce matin, je ne sais plus, mais ça a été dit par la région dans les années à venir. Déjà, c'est facile, les 20 dernières années, on a perdu 20% d'eau, on a 20% d'eau en moins dans nos rivières et dans les nappes phréatiques. C'est pas parce qu'il tombe 80 cm d'eau par an chez nous, ils ont continué de tomber, mais ils tombent pas de façon aussi cool qu'avant, hein. Moins régulière, moins saisonnier, voilà. On les a toujours, mais bon, on les retient pas, donc c'est mal. On a 20% d'eau en moins les 20 dernières années, et sans vouloir, on peut imaginer que les années à venir, avec le réchauffement climatique, ça ne va pas s'améliorer. Donc moi, je suis persuadé que chez nous, ça va être comme en Espagne. Ce qui est bien triste, c'est qu'il y a déjà des bassines qui existent, mais ça finira comme les stabulations libres dans les années 80, tout sera vide, hein. Il n'y aura pas de quoi les remplir. Voilà. On va prendre une question. Alors, madame, je vais faire préciser que c'est vrai que le Marais Poitevin a perdu son label zone humide, mais je pense que vous l'avez déjà dit, mais c'est important de le rappeler. Allez, dernière, toute petite dernière. Allez-y, monsieur. Oui, alors, bon, il semblerait qu'il y a un ensemble de directives sur lesquelles on peut s'appuyer autour de la directive cadre eau, mais est-ce qu'il n'y a pas une illusion à se reposer là-dessus quand on voit que l'essentiel de ce qui est fait, alors là, ça c'est clairement l'action européenne, c'est surtout la PAC, hein, et ce sont des milliards qui sont donnés pour une politique dont on récuse totalement. Donc, et je me demande si quand même l'essentiel, c'est l'engagement politique. Donc, cet aspect juridique, certainement qu'il faut le faire, mais c'est quand même le combat politique. Et je rejoindrai la militante des Algues Vertes de Bretagne. Pardon ? Halte au Marais Vert. Halte au Marais Vert, qui propose de se réunir le plus possible pour lutter sur le terrain et politiquement, pour que les choses changent. Pas attendre et s'appuyer sur ces vérités dont on sent quand même que l'essentiel, il est ailleurs. Le nouveau horizon qu'il faut avoir, c'est vraiment 2050, 2000, voire plus tard, et des changements systématiques. Et à mon avis, il faut faire beaucoup dans la formation des élus. Les élus, je comprends, hein, il faut savoir tout. Hein, voilà, j'ai un maire à côté de moi, un ancien maire à côté de moi, il faut savoir tout, d'accord. Mais il y a des nouveaux enjeux qui sont tellement capitaux. Je pense qu'il faut vraiment faire beaucoup dans la formation des élus par rapport à ces nouveaux enjeux-là. Hein, par rapport à ces nouveaux enjeux. Il faut réapprendre, si vous voulez, il faut la réapprendre, et l'avenir qu'il y a devant nous. Donc, je serais pour cela, parce que même au sein des Verts, on commence beaucoup à travailler sur ces nouvelles questions. Bon, on va arrêter là, je suis désolé, sinon on va se faire ça. Désolé, mais vous pourrez continuer à discuter avec Roberto et Jean-Jacques après.